C'est bon. Bonjour à tous. Donc, c'est un travail en collaboration avec Philippe Carré là, d'Xlim et puis l'Institut Péprime, duquel je fais partie. On travaille également avec un collègue, Michael Guéguin, à l'Institut Péprime, et puis il y a ici le nom des 3 stagiaires qui ont travaillé sur ce sujet-là. C'est un travail, encore une fois, enfin, c'est un travail qui est lié aux images, mais avec une application plutôt matériaux. Donc là, on cherche à faire de la segmentation d'images 3D, qui sont des images volumiques, de matériaux composites avec des architectures assez complexes, par des approches neuronales. Et on va chercher dans ce travail-là à comparer 2 approches, une approche basée données et une approche basée modèle. Alors, rapidement, le plan de la présentation, je vais donner quelques éléments de contexte et puis donner l'objectif précis là, justement, de l'utilisation de ces algorithmes. Ensuite, je vais passer la main à Philippe Carré qui va vous présenter les deux approches qu'on a utilisées. Et puis, je reprendrai la main pour vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur des images de composites 3D, justement. Alors, ces composites, on les utilise dans l'industrie pour différentes applications, mais en particulier, les composites sur lesquels on va travailler, c'est des composites qu'on appelle tissés, 2D ou 3D, et qui vont permettre vraiment d'offrir des gains de performance très intéressants, notamment sur des applications de type moteur aéronautique. On va les retrouver à différents endroits, mais en particulier, on va les trouver ici à l'entrée du moteur de la turbine aéronautique pour faire les aubes du fan. Et vous voyez, avec une architecture, une géométrie très, très complexe. Et cette géométrie, elle est obtenue grâce justement à l'architecture 3D du composite. Et donc, pour pouvoir caractériser le comportement de ce matériau, on va réaliser beaucoup d'essais, évidemment, mais on va aussi travailler avec des modèles qui vont représenter l'architecture du matériau. Donc là, vous avez une petite vue d'une petite cellule élémentaire qui représente finalement le matériau composite et qui est constitué à la fois de torrents de fibres de carbone qui sont entremêlés, entrelacés les uns avec les autres. Donc chaque toron ici, qu'il soit vert ou violet, il est constitué de milliers de fibres de carbone. Et donc toutes ces fibres de carbone, elles sont ensuite injectées avec une résine pour pouvoir constituer un matériau massif, qui est le matériau qu'on retrouve ici. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de modéliser le comportement du matériau, et en particulier les mécanismes qui vont affecter la durée de vie et les performances, à l'échelle de ses constituants, puisqu'on comprend bien que c'est cette architecture-là qui va donner les propriétés du matériau. Alors là, on a une vue du matériau. Donc l'objectif, ça va être de prédire sa durée de vie, en particulier. Donc on va utiliser des techniques comme la microtomographie aux rayons X pour venir observer en 3D dans le volume les endommagements et les défauts dans le matériau. Et donc là, vous avez la comparaison de l'architecture, on va dire, idéalisée du matériau, où vous voyez des torrents de fibres de carbone de différentes couleurs qui sont orientés dans les différentes directions de l'espace, donc X, Y, et puis Z avec des ondulations. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, nous, pour vous analyser ce matériau, c'est à réaliser des segmentations qui vont permettre de séparer les différents torrents, éventuellement les différents défauts, les porosités, et puis suivre au cours d'une sollicitation l'évolution d'endommagement à l'intérieur du matériau. Donc, ce qu'on va chercher à faire, parce que cette analyse-là, là, typiquement ce genre de segmentation, c'est des segmentations qui sont faites souvent à la main, plus ou moins à la main, de manière semi-automatisée, c'est très, très fastidieux. On va chercher à automatiser cette chaîne de traitement. Donc, on part d'une image 3D au départ, en niveau de gris. Et puis, donc, si je fais un petit zoom sur cette image 3D, vous voyez que, par exemple, les petits trous, les petites bulles que vous voyez ici sont assez faciles à identifier. Mais par contre, le reste, les autres éléments qui constituent le matériau sont plus difficiles à identifier. On arrive à distinguer des textures qui donnent l'orientation finalement des fibres, mais autrement,
un traitement classique ne permet pas vraiment de séparer ces différentes phases facilement. Et d'autant plus qu'on va avoir des images à différentes résolutions et le plus souvent, en fait, ces détails-là sont très mal résolus. Donc, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est extraire à la fois l'orientation des fibres, puisque c'est elle qui va donner directement les propriétés du matériau, et puis séparer les différentes phases. Et ensuite, une fois qu'on aura segmenté en volume notre image, on va construire un modèle avec un maillage par élément fini de notre matériau, et puis on va pouvoir réaliser différentes simulations qui vont nous permettre de comprendre comment se propagent les endommagements, quels sont éventuellement les phénomènes d'expansion, de dilatation du matériau. Donc, c'est cette étape-là qui nous intéresse, pour laquelle on veut faire appel justement aux approches d'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser cette opération de segmentation. Et donc là, je vais passer la main à mon collègue Philippe, et puis je vais passer les planches pour lui. Merci Yannick. Donc oui, en fait, un petit peu, ça fait résonance avec la présentation précédente. C'est à nouveau mettre sur le grill un peu ces techniques d'IA dans des problématiques avec une forte problématique, avec des données qui ont des caractéristiques très fortes. Donc en fait, là, à nouveau, hein, l'idée, c'est d'aller confronter une approche qui est plutôt basée modèle, c'est-à-dire historiquement plutôt basée sur l'analyse de texture, et puis d'aller confronter ça justement à des choses beaucoup plus classiques maintenant en IA, basées deep. Donc, transparent suivant, pardon, Yannick, s'il te plaît. Donc oui, l'idée, c'est la comparaison des deux approches. Alors, donc en fait, comme je le disais, l'idée, historiquement, hein, on retrouve une chaîne classique d'analyse d'images, c'est-à-dire que ce qu'on peut trouver finalement dans la littérature, c'est beaucoup d'approches basées soit sur du filtrage suivi justement de seuillage et puis souvent un post-traitement par de la morphologie. Comme l'a dit Yannick, une des informations qui est très importante, c'est cette problématique d'orientation en fait. Donc en fait, vraiment le cœur du problème, ça va être l'extraction de l'orientation. C'est pour ça que la plupart du temps, ces approches segmentation sont basées sur une vision tenseur de structure qui permet justement une extraction assez robuste en fait finalement de cette orientation. Alors simplement, quand on prend toute la chaîne comme ça, classiquement, hein, il faut de l'intervention manuelle, il faut des prises de décision. Donc, c'est pour ça que depuis maintenant 3-4 ans, sur cette problématique-là, apparaît des approches qui utilisent le deep learning. Alors, comme on l'illustre en fait sur ce transparent, c'est un transfert assez direct en fait des méthodes classiques de segmentation. Et notamment, on va retrouver beaucoup, il n'y a pas énormément de papiers deep pour cette problématique-là. Et puis, vous voyez, hein, l'année 2020, etc., c'est des papiers très récents. Mais globalement, c'est souvent des transferts plutôt d'une approche de type UNet, mais étendue au 3D, puisque, étant donné les résultats qui sont obtenus dans le domaine notamment médical de segmentation de cette approche. Donc voilà, on voit ces deux approches. Donc, quel travail nous avons mené? Alors, Yannick, si tu peux passer au transparent suivant. Donc, en fait, l'idée, donc l'approche historique, hein, pour qu'on l'ait bien en tête, on a donc, c'est d'avoir un modèle texture, c'est-à-dire donc on a une image. Classiquement, ce que vous trouvez dans la littérature, c'est un calcul d'un gradient, donc 3D par contre, c'est-à-dire extraction de la dérivée suivant les différentes directions. Et puis ensuite, comme c'est indiqué sur la matrice là, le calcul, la définition du tenseur de structure. Et à partir de ce tenseur de structure, qui est donc, pour mémoire, une méthode d'extraction en quelque sorte des variations maximales locales, vous allez calculer à la fois les valeurs propres et les vecteurs propres donc, de ce tenseur de structure. Et ainsi, ça vous donne à la fois une notion d'énergie de variation et à la fois une notion de direction dominante de variation. Et donc, à partir de là, on fait de la segmentation sur ces directions issues des vecteurs propres. Alors nous, la première partie de notre travail, donc transparent suivant, Yannick, c'est d'être allé sur des techniques beaucoup plus fines en fait d'extraction d'informations locales.
Donc, en fait, à Poitiers, on travaille sur un modèle, alors on n'est pas beaucoup à travailler là-dessus, qui s'appelle l'approche monogène. Alors, pour ceux qui ont un petit peu une culture, on va plutôt traitement du signal, en fait, c'est le problème qui est représenté au milieu, la amplitude instantanée, c'est le problème d'extraction d'informations instantanées. Donc, quand vous faites du traitement de signal, notamment du traitement du son, vous pouvez être intéressé à extraire à la fois la notion de phase instantanée, c'est-à-dire de fréquence instantanée du son, et aussi son volume, donc la notion d'enveloppe. Et donc, pour faire ça, eh bien, il y a un outil qui est bien connu par les traiteurs de signaux, c'est le signal analytique, qui vous permet en fait d'écrire votre signal sous une forme complexe, et ensuite vous en prenez le module et l'argument, et vous avez ces informations instantanées. Finalement, quand on se pose la question qu'est-ce que c'est une texture, si on a une vision un petit peu réduite, peut-être macro en tout cas de ce qu'est une texture, ça peut être vu comme un phénomène oscillant, mais simplement en 2D, et sur lequel vous allez essayer d'extraire à la fois la vitesse d'oscillation et la direction d'oscillation. Et c'est pour ça qu'on travaille en fait sur cette extension de la notion du signal analytique, et cette extension, ça s'appelle le signal monogène. Donc c'est ce qui est représenté à droite du transparent. Donc pour calculer je ne rentrerai pas dans le détail, mais pour calculer ce signal analytique en quelque sorte 2D ou 3D, on va utiliser ce qu'on appelle la transformée de Ritz. Et donc, vous allez obtenir, à partir de votre image, en chaque position, différentes composantes qui vont vous permettre, comme nous l'illustrons en bas dans le transparent, d'extraire d'une manière locale à la fois une notion d'amplitude, donc d'énergie, à la fois une notion de direction d'oscillation, et à la fois une notion de phase. Et la notion de phase nous permet de donner de l'information à la fois de vitesse d'oscillation, ou est-ce que c'est un contour, etc., etc. Autre information importante sur ce transparent, c'est que la transformée de Ritz peut être vue comme une version lissée du gradient. Donc, tout ce que j'ai dit avant à propos du tenseur de structure peut être étendu à cette vision monogène. Donc, transparent suivant. Donc, en fait, finalement, si on reprend cette vision basée modèle, on a fait l'hypothèse, c'est ça qui est important quand on parle d'approche basée modèle, on donne des hypothèses, on se dit, ce qu'on cherche à segmenter, ça se comporte comme une texture, donc on va utiliser des outils qui sont adaptés pour l'analyse de la texture, donc on va faire, à partir de l'image 3D, on va faire un calcul de transformer pour obtenir le signal monogène 3D, on va calculer le tenseur de structure. De ce tenseur de structure, on calcule différentes informations, des notions de direction, des notions d'énergie locale, etc. Et ensuite, on fait rentrer ça, comme classiquement, dans une structure de prise de décision, donc ici dans une structure full connected, dont on indique en fait les paramètres, mais qu'importe, et qui vont avoir pour objectif de labelliser ça, donc soit les 3 directions, soit en fait la résine, soit mince, Yannick, j'ai oublié ton micro est coupé. J'ai mangé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On précisera. J'ai mangé le 5e. Bref, donc transparent suivant. Donc, en fait, l'évolution qu'on peut proposer maintenant, qu'on a développé cette partie, on va dire, approche modèle, c'est justement de faire une adaptation pour utiliser des approches deep. Alors, pour cela, comment on va faire ça? En fait, c'est un petit peu un transfert pour garder cette notion de filtrage, en fait, de bande filtre. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas prendre une stratégie UNet. Ce qu'on a proposé comme vision, c'est plutôt de garder donc, cette approche convolutionnelle, de le lire comme un filtre. Et donc, si vous regardez en fait le bloc d'entrée en fait, de notre structure, ça va être un bloc donc, en 3D de 8 par 8 par 8. C'est-à-dire, l'idée, c'est de labelliser ou de détecter le label d'un voxel pris quelque part dans la structure et donc en fonction de son environnement. Donc, c'est pour ça qu'on environne le voxel qu'on cherche à labelliser par un bloc 8 par 8 par 8. Donc, ça, c'est l'étage d'entrée. Et puis, donc après, vous retrouvez un petit peu classiquement, on a 3 couches avec des filtres donc, de
petite taille, hein, puisque le bloc d'entrée est petit. Et puis ensuite, la couche full connected pour prendre la décision. Et on retrouve les 5 labels dont j'ai toujours pas retrouvé le 5e label, mais Yannick pourra le repréciser. Donc voilà en fait ce qu'on propose de mettre en concurrence en termes de structure. Donc transparent suivant. Donc maintenant pour conclure, et je vais repasser sur cette partie modèle, méthode, je vais repasser la parole à Yannick. Mais donc on voit, on va mettre vraiment en concurrence une vision où on fait des hypothèses sur le descripteur, et bien une vision directe où ça va être drivé par la donnée pour mettre en place les descripteurs. Donc Yannick, je te rends la parole. Ça y est, j'ai retrouvé le micro. Donc, un premier résultat donc, à partir de l'approche basée modèle, donc, dans laquelle on a introduit tous les descripteurs issus du tenseur de structure et de l'analyse du signal monogène. Alors, quelques éléments sur l'infrastructure, juste, on est sur des très gros blocs de données. Là, je vais illustrer ça sur un petit bloc de données de 7 millions de voxels, donc multiplié par 14 caractéristiques dans le vecteur de départ, mais on va travailler sur des données qui font 10 fois ou 20 fois cette taille-là. Donc, on travaille sur un cluster de calcul et puis avec un framework de Keras et TensorFlow. Donc, pour illustrer ce résultat, donc on va travailler. Donc, la vérité terrain, elle a été obtenue à partir d'une segmentation manuelle. Donc, ça, c'est assez fastidieux à faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas forcément sur tout le bloc de données. Et puis, donc, on va comparer en piochant aléatoirement dans ce bloc de vérité terrain une dizaine de pourcents ou une vingtaine de pourcents de voxels. Et on va essayer de segmenter le reste de l'image à partir de cet apprentissage. Et là, on voit qu'on converge très rapidement vers le résultat. Au bout de seulement 2 époques, on a pratiquement atteint la précision finale. Et on voit qu'on a une précision qui est assez bonne puisqu'on est de l'ordre de 97% avec très peu de pertes. Donc, la troisième phase que cherchait Philippe tout à l'heure, c'est le tauron. Donc, c'est les fibres qui sont orientées dans différentes directions. Donc, on retrouve les porosités, la matrice, etc. Donc, avec l'autre approche, l'approche basée data, donc avec les réseaux convolutionnels, on arrive à obtenir des résultats très, très similaires, avec également une convergence très rapide des résultats. Au bout de 2 époques, on a atteint la précision finale, qui reste très, très similaire à ce qu'on a obtenu précédemment. Donc, finalement, si on essaye de comparer les 2 stratégies en fonction de la taille du train size, c'est-à-dire de la quantité de données qu'on donne à manger au départ à l'algorithme pour apprendre, eh bien, on s'aperçoit que pour un train size inférieur à 5%, on a des meilleures performances de l'approche basée données comparativement à l'approche basée, l'approche basée l'approche basée modèle donne des meilleurs résultats, voilà, c'est ça, pour des faibles pourcentages d'apprentissage, alors que l'approche basée data, donc réseau convolutionnel, donne des meilleurs résultats lorsqu'on lui donne des train size plus importants. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, on a une difficulté, nous, à lui donner une vérité terrain à cet algorithme-là. Donc on s'aperçoit que finalement, le fait d'avoir une vision modèle où on a un petit peu choisi les vecteurs de caractéristiques au départ, ça nous permet d'obtenir des meilleures performances pour des faibles niveaux d'apprentissage. Alors, quand on applique cette méthode-là sur des gros volumes de données, on peut traiter également des volumes de données avec différentes résolutions, donc différentes tailles de voxels. Et puis, vous voyez qu'on a des images qui peuvent être très, très grosses puisqu'on a des milliards, là, plus d'1 milliard de voxels dans cette image-là, multiplié par le nombre de vecteurs caractéristiques quand on utilise l'approche basée modèle, on a des calculs qui commencent à devenir très, très lourds. Donc, on obtient de très bons résultats, mais par contre, ça nécessite 11 heures de calcul sur le cluster. Et actuellement, on est en train de mettre en place l'approche réseau convolutionnel sur ce gros volume de données. C'est un travail qui est encore en cours.
Alors, juste pour conclure, on a montré là, ici que l'approche basée modèle, donc type monogène, signal analytique, s'avère être plus performante quand on a un faible nombre de données d'apprentissage, tandis que l'approche basée data réseau convolutionnel donne de meilleures performances quand on a un nombre de données d'apprentissage plus important. Et actuellement, on est en train de travailler à la mise en place d'autres procédures, donc type auto-encodeur, type UNet, et à optimiser aussi les structures précédentes. Et puis, on travaille aussi également à des méthodes optimisées pour la construction de la base d'apprentissage, puisque c'est assez problématique. Et donc, plutôt que d'aller segmenter vraiment toute une portion de l'image pour en final n'en piocher qu'une petite partie, eh bien, on va plutôt essayer d'aller chercher des morceaux de labels à l'intérieur des phases, là où ils sont assez faciles à extraire, et puis donner seulement quelques petits patchs comme ça à droite, à gauche de l'image de départ. Et on a des premiers résultats qui sont assez encourageants puisqu'on a obtenu, vous voyez ici, un résultat assez proche de ce qu'on recherche à obtenir. Voilà, c'est terminé. Alors, ouais. Alors, merci. Ouais. Excusez-moi, je viens d'avoir un coup de fil de Corse. Alors, je regarde, mais c'était un cabinet astrologique qui m'appelait. Donc, il va prédire de bonnes choses. C'est un numéro de Corse, donc je me dis c'est peut-être important, je ne sais pas. Ok, pardon. C'est peut-être une prédiction basée sur l'IA, hein, sur l'avenir. Je ne sais pas, mais d'habitude, je ne réponds jamais. Et là, je me suis dit, d'accord. J'ai juste décroché 2 secondes à la fin de la conclusion. Donc, alors, on est un petit peu en retard quand même, on cumule. Alors, est-ce qu'il y a des questions quand même une petite question rapide? Non, je pense que de toute façon, tout ça, on va en rediscuter vendredi si vous êtes là. Le but, c'est de montrer un peu ce que chacun fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo, toutes ces applications d'IA. Moi, j'ai peut-être une question rapide. Est-ce que donc, vous situez plutôt du côté utilisateur de l'IA? Est-ce qu'il y a des choses, avant les CNN, etc., est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient basées un peu sur les mêmes méthodes ou comment on faisait? Avant l'IA, quoi, comment ça marchait? Alors, je laisse répondre Yannick, peut-être sur le côté plutôt applicatif. Oui, moi c'est plus applicatif. Et puis, c'est vrai qu'on faisait les choses pas mal à la main. On ne faisait pas appel aux algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on cherchait à mettre en forme l'image, à la traiter, à la filtrer pour pouvoir faire apparaître les morceaux qui nous intéressaient. Puis ensuite, avec des méthodes de classification, de seuillage, on arrivait à plus ou moins bien. D'ailleurs, on n'obtenait pas forcément des aussi bons résultats que les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est là que c'est d'autant plus intéressant, quoi. Ouais. Okay. Et moi, je répondrais côté Xlim. En fait, nous, on va travailler plus après sur les méthodes en elles-mêmes. Alors, soit sur une culture plus approche modèle ou soit sur justement sur les algos en eux-mêmes. Notre objectif, justement, dans la présentation, ce qu'on voulait montrer, c'est l'idée de sortir un peu les algos d'IA faits pour eux-mêmes, en quelque sorte, puisqu'on travaille beaucoup sur les classiques bases pour faire différentes approches, mais vraiment plutôt sur les algos en eux-mêmes, pour aller les confronter justement à des données réelles qui souvent remettent en cause certains aspects en fait qu'on peut avoir quand on est plus amont sur la méthode, quoi. Ouais, non, mais c'est pas du tout en fait, le côté applicatif, c'est ce qui fait l'IA. Hein. Enfin, c'est un de ses définitions. Ah ouais, ben c'est pour ça. C'est résoudre des problèmes. C'est bien comme ça. Ouais. En fait, c'est vraiment comme ça. Et c'est pareil avec la santé. Hein. C'est vrai que c'est pareil avec la santé. Ok, merci.